Vendredi 4 juillet 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Événement en version française. Dans les actualités de ce jour, partant à Fenaranso toujours, l'État vient en aide à la population d'Ikungu pour faire face au paludisme qui sévit actuellement dans ce district. De nombreux médecins venus d'Antananarivo et d'autres régions seront envoyés à Ikungu, a annoncé le président Andrazuilna aujourd'hui à Mbumasu. L'Artemisia sera également utilisée. Le couple présidentiel en visite à Fenaranso depuis mercredi procède également à une série d'inaugurations d'infrastructures et d'actions sociales. Reportage de Josica Ranjanerine et Andora Danjaïbe. Le président Andrazuilna, lors de l'inauguration de l'hôpital moderne à Mbumasu, a affirmé que la population d'Ikungu n'est pas seule face à la recrudescence du paludisme. Cela fait un peu plus de 2 mois que l'épidémie s'est déclarée à Ikungu. L'État a déjà envoyé des médicaments et pris en charge les malades. Cependant, la maladie continue de faire des ravages. Plusieurs personnes ont déjà perdu la vie et le nombre de malades dépasse les 1300 actuellement. Le président a déclaré qu'il n'y avait pas de temps à perdre et que les populations touchées seront immédiatement secourues. L'Artemisia, qui a déjà prouvé son efficacité lors de la lutte contre la pandémie de Covid-19, sera utilisée dans cette lutte contre le paludisme. La version améliorée du remède, le CVO+, sera envoyée à Ikungu. L'inauguration de cet hôpital moderne à Mbumasu, tout comme celui de l'Incamis Eten hier, témoigne de la priorité accordée à la santé publique et à la protection de la population. Cette mission sanitaire spéciale envoyée à Ikungu ainsi que la distribution d'aide sociale dont a également bénéficié Mbumasu en sont une preuve supplémentaire. Restant toujours à Fenaranso, hier, le président de la République, Andrazuilna, a officiellement inauguré le nouveau commissariat de la police nationale à l'Incamis Eten dans le district de Vuibatu. Il s'agit d'une infrastructure moderne marquant une étape importante dans le renforcement de la sécurité de proximité. La sécurité est le fondement du développement, a rappelé le président Andrazuilna dans son discours, tout en affirmant que Vuibatu ne sera plus en retard en matière de développement à partir de maintenant. Reportage de Radraman Zatouf. C'est la première fois depuis le retour de l'indépendance que Vuibatu dispose d'un commissariat de police. Hier, le président Andrazuilna a procédé à son inauguration officielle. Le bâtiment comprend un étage et plusieurs espaces fonctionnels, une salle d'enquête, une salle d'accueil et d'une salle d'attente pour le public, ainsi qu'un bureau dédié au chef de commissariat. Selon le ministre de la Sécurité publique, cette infrastructure est le fruit de la politique de proximité instaurée par le président de la République qui a permis de concrétiser ce projet à l'Incamis Eten. Ce commissariat moderne implanté ici à l'Incamis Eten est une infrastructure de proximité répondant aux besoins essentiels de la population, a souligné le président Andrazuilna. Il a réaffirmé que la sécurité est la base de développement, ce qui justifie la priorité donnée par le gouvernement à la mise en place de ce type d'infrastructure. Le soleil du développement brillera désormais sur Vuibatu, a-t-il poursuivi dans son discours. En plus de celui de l'Incamis Eten, de nombreux autres commissariats de la police nationale sont en cours d'achèvement à travers le pays et seront prochainement inaugurés pour continuer à renforcer durablement la sécurité publique. Dans un tout autre sujet, à présent, parlons des revendications des îles éparses. Justement, la revendication des îles éparses est de plus en plus solide. Madagascar disposant déjà d'une base juridique légitime. La position de Madagascar n'a pas changé, mais la délégation malagasy constituant la commission spéciale de revendication des îles éparses a approfondi ces démarches lors de la 2e réunion concernant justement la revendication des îles éparses qui s'est tenue le 30 juin dernier au Quai d'Orsay à Paris. La commission a réaffirmé que l'objectif principal est la réinstallation effective de la souveraineté nationale malagasy fondée sur des droits historiques et juridiquement internationaux reconnus et juridique internationalement reconnu, la mise en place d'accords pour la protection des pêcheurs malgaches dans la zone, mais aussi la participation des chercheurs malagasy dans les projets de recherche sur ces îles a également été mise en avant lors de leur rapport aujourd'hui à Anous. Reportage sur les images d'Anzara Njiansu. Un communiqué conjoint entre les représentants malgaches et français a déjà été publié hier à l'issue de la 2e réunion de la Commission sur les îles éparses qui s'est tenue au Quai d'Orsay à Paris. La délégation composée de 8 experts malagasy, dirigée par la ministre des Affaires étrangères, a présenté aujourd'hui un rapport détaillé sur les objectifs de Madagascar et les actions menées sur place.
Un point majeur de ce rapport est que Madagascar maintient fermement sa position concernant la souveraineté malgache sur les 4 îles. Une souveraineté justifiée par l'histoire et par le droit international, selon les propos du ministre des Affaires étrangères malgache. La mise en place d'un accord temporaire pour protéger les intérêts des Malgaches vivant directement de ces îles et dans les zones maritimes environnantes a été également mise en avant par la Commission. Il ne s'agit nullement d'un recul dans la revendication de la souveraineté, mais plutôt d'une étape pragmatique et dans le cadre d'un partenariat temporaire, selon les explications de la sénatrice de Madagascar, membre de la Commission, qui a souligné l'importance d'avancer rapidement et d'organiser des réunions régulières, contrairement à l'intervalle de 6 ans observé auparavant. La sénatrice a également précisé que la question juridique n'est plus à être débattue, car Madagascar a déjà obtenu gain de cause auprès des Nations Unies à 2 reprises, en 1979 et en 1980, au niveau international. Elle a réaffirmé que Madagascar mène cette revendication dans le respect des accords et des normes internationales. Selon le rapport de la commission malgache présenté aujourd'hui à Nous, la partie française a pris acte de la requête sur la visite du président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, sur les îles Éparses et est actuellement en cours d'étude entre les 2 parties. Dans les actualités de ce jour également, page fait divers. Dans la nuit d'hier, à Ibudzanamaswanjo-Itosi, 2 bandits ont été tués et un autre capturé par la gendarmerie nationale, selon des informations reçues par la brigade de la gendarmerie nationale d'Antananarivo, où ces individus prévoyaient une attaque armée dans les quartiers d'Itos et de Fenoarivo. Dès la réception de l'alerte, les gendarmes se sont lancés à leur poursuite. L'un des malfaiteurs a pu être appréhendé vivant et c'est lui qui a indiqué l'endroit où se cachaient ses complices. L'attaque prévue a ainsi été déjouée. Une confrontation a également eu lieu entre les gendarmes et les bandits armés. Elle était avec Anena Martina, fin de scène à Mireille et Kevin Ravounerson. Un pistolet et un fusil ont été saisis par les gendarmes lors de l'opération à Ibudzanamaswanjo-Itosi. C'est grâce à l'appel d'un citoyen de bonne volonté que la brigade de la gendarmerie d'Antananarivo a été informée hier de la présence d'un groupe de bandits armés qui prévoyait une attaque dans les zones d'Itos, Impitataf et Fenoarivo. Les gendarmes sont immédiatement intervenus et ont pu capturer l'un des suspects à Impitataf. Le groupe était composé de 5 individus. 2 ont été abattus lors de l'échange de tirs, un a été arrêté, tandis que les 2 autres ont réussi à s'enfuir et sont toujours recherchés. Ils seraient toujours en possession d'armes à feu, selon les informations recueillies. La gendarmerie appelle une fois de plus à la collaboration de la population pour fournir des renseignements de ce genre permettant de démanteler les réseaux criminels. Il est à noter que ce groupe de malfaiteurs était déjà sous surveillance des forces de l'ordre depuis quelque temps. Dans la suite des actualités, page sociale, la production de manioc au camp pénal d'Andunak dans le district d'Ambalava ou région Matsachambun a atteint 200 tonnes. Cette récolte a été réalisée par 58 détenus qui travaillent dans le centre. Une production jugée satisfaisante avec encore des possibilités d'extension, notamment grâce à la coopération entre le ministère de la Justice et le secrétariat d'État en charge de l'autosuffisance alimentaire. Le camp pénal dispose d'une vaste superficie cultivable adaptée aussi bien à la culture du riz qu'à celle d'haricots. Anena Martina nous en dit plus. Une campagne de récolte s'est tenue au camp pénal d'Andunak dans le district d'Ambalava, région Matsachambun. Les 58 détenus ont travaillé ensemble sur une superficie de 130 hectares et ont produit 200 tonnes de manioc destinées à leur propre consommation. La coopération entre le ministère de la Justice et le secrétariat d'État chargé de l'autosuffisance alimentaire se concrétise désormais. Il est prévu de renforcer et d'élargir ces activités de production, notamment en cultivant également du riz, des haricots et des arbres fruitiers, selon les déclarations de la secrétaire d'État. Lors de la visite des lieux, des besoins ont été constatés dans le domaine de la production. La secrétaire d'État s'est engagée à y répondre à travers des soutiens techniques et la fourniture de semences de qualité et adaptées. Les efforts ne se limiteront pas à la production. Des formations seront également mises en place, notamment sur la gestion efficace des finances et la transformation des produits agricoles. Les centres de production pénitentiaires joueront donc un rôle essentiel dans le développement du secteur agricole et la transformation agroalimentaire. Ce projet constitue un nouvel espoir pour les détenus, leur offrant des perspectives de réinsertion, mais aussi une nouvelle vie, une fois réintégrés dans la société.
Toujours dans cette page sociale, parlant éducation, l'amélioration du système éducatif au niveau des classes préscolaires est en cours d'élaboration en parallèle à la mise en place de la stratégie nationale pour sa mise en œuvre. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du système éducatif entrepris par le ministère de l'Éducation nationale. Les détails avec Ferna Rakotorsu. Afin de permettre aux enfants malgaches de bénéficier d'une éducation de qualité, le ministère de l'Éducation nationale a élaboré une stratégie nationale pour l'enseignement préscolaire, éducation préscolaire ou SNEP. Cette stratégie s'inscrit dans la démarche de modernisation et d'adaptation de l'enseignement préscolaire à Madagascar. La mise en œuvre de la SNEP est réalisée en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et l'UNICEF avec un financement de la Banque mondiale et implique la participation de tous les acteurs du secteur éducatif, en particulier les experts et techniciens locaux. Un comité a été mis en place pour la conception et la mise en œuvre des différentes étapes du projet afin d'en faciliter la réalisation. Ce comité contribuera à toutes les créations et priorités du projet et facilitera la consultation de tous les acteurs concernés et d'autres parties prenantes. Plusieurs ateliers ont été organisés pour la conception de la SNEP et ceux-ci se sont conclus par un atelier de validation technique avant la diffusion du projet dans toutes les régions. Sur la page sportive de ce soir, cela fait maintenant 2 ans que la Fédération malgache de karaté organise des regroupements pour les catégories de moins de 14 ans dans le but de préparer les athlètes capables de défendre l'honneur national sur la scène internationale. De regroupements sont organisés chaque année, suivis de compétitions locales permettant d'identifier les meilleurs éléments. Les karatékas des moins de 14 ans participent actuellement à un regroupement encadré par les techniciens de la fédération. Il est impossible d'atteindre le niveau des athlètes internationaux sans une préparation rigoureuse et de longue haleine. Ces jeunes espoirs du karaté malgache sont formés dans l'objectif de répondre aux exigences de haut niveau international. Pour cette catégorie d'âge, un centre de formation international accueille chaque année les meilleurs jeunes de chaque pays dans le cadre d'un projet initié par la Fédération internationale de karaté. Ce sont les formateurs de renommée mondiale qui transmettent leur expertise. Le nombre de participants par pays n'est pas limité, mais seuls les meilleurs y accèdent. Ce regroupement dure 4 jours et se déroule actuellement au sein de l'ANS à Mpeflou. Une deuxième session est prévue pour le mois de septembre, toujours dans le cadre de la saison 2025. Les actualités internationales de ce soir, les pompiers grecs luttaient contre les flammes hier jeudi dans le sud-est de l'île de Crète qui ont entraîné l'évacuation par précaution de quelques 5000 personnes, mais aussi près d'Athènes, selon les autorités. France 24 nous en dit plus. Ces collines arides de pins et d'oliviers en proie aux flammes dans le sud de la Crète. Au milieu de la fumée, les pompiers tentent d'éteindre le feu. Une tâche rendue difficile à cause de l'intensité du vent. 2000 habitants ont dû évacuer cette zone fréquemment touchée par les incendies. C'est la seule forêt qui reste. Il n'y a plus rien d'autre. Depuis l'an dernier, tout a été détruit. Dans cette région très touristique, les flammes se rapprochent dangereusement des hôtels. 3000 touristes ont aussi été évacués, plus au nord de l'île. Nous étions sur le balcon. Nous avons vu les premières flammes qui ont pris de l'ampleur en très peu de temps. Elles ont grossi, elles étaient à 1 kilomètre de distance environ. Face à l'intensité de ces incendies, des renforts ont été envoyés d'Athènes pour aider les pompiers locaux. À une trentaine de kilomètres à l'est de la capitale, un feu s'est aussi déclaré. 300 personnes ont été évacuées, une cinquantaine secourues par les pompiers. On a fait ce qu'on a pu, les bombardiers d'eau sont arrivés immédiatement. Ils ont fait du bon travail, ils ont considérablement abaissé la température. En Grèce, le mois de juillet est le plus chaud de l'année, le risque est très élevé. En 24 heures, 40 incendies de végétation et de forêt se sont déclarés, selon le gouvernement. La Turquie, pays voisin, est aussi très vulnérable. La province d'Izmir, à l'ouest, est également touchée par des feux. Ils ont causé la mort de 2 personnes. Dans la suite des actualités internationales, le président américain Donald Trump a exhorté cette semaine le mouvement islamiste palestinien Hamas à saisir l'opportunité d'une trêve de 60 jours dans la bande de Gaza, affirmant qu'Israël avait accepté la proposition. France 24 nous en dit plus.
Malgré l'intensification de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza, les contours d'une trêve commencent à se dessiner. Le projet d'accord promu par Donald Trump prévoirait un cessez-le-feu de 60 jours, selon plusieurs médias, dont le New York Times, qui s'appuie sur des sources anonymes au sein de la défense israélienne et d'un proche du Hamas. Pendant cette période, des otages israéliens seraient libérés. Sur les 50 restants, dont 20 seraient encore en vie, 10 recouvreraient leur liberté vivants, tandis que 18 dépouilles seraient restituées à Israël. Ces libérations interviendraient en 5 phases successives. Le Hamas accepterait de ne pas les mettre en scène, comme il l'avait fait lors de cérémonies en février dernier. En échange, plusieurs prisonniers palestiniens seraient relâchés. Israël devrait accepter de retirer des troupes de la bande de Gaza. L'accord induirait-il un retrait complet? Cela reste encore inconnu. La proposition prévoirait que les États-Unis et les médiateurs arabes, le Qatar et l'Égypte, s'assureraient que des négociations sérieuses sont engagées pour mettre fin à la guerre. Une délégation de l'État hébreu serait prête à entamer des discussions indirectes pour finaliser l'accord, alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou est attendu lundi à la Maison-Blanche. Parlons toujours du président américain. Donald Trump a assuré hier que sa grande loi budgétaire qui vient d'être adoptée par le Congrès propulsera l'économie américaine telle une fusée. La loi va faire de ce pays une fusée, a déclaré le président américain à la presse alors qu'il se rendait à un meeting dans l'Oiowa Center pour lancer la célébration de son 50e anniversaire des États-Unis. Il a également assuré que ce texte était la plus grande loi de ce type jamais promulguée. France 24. Résultat du vote, 218 pour, 214 contre. La motion est adoptée. Résultat serré, mais concluant pour le camp républicain. Le Congrès adopte définitivement le vaste et controversé projet de loi budgétaire de Donald Trump. Nous célébrons l'adoption de la plus grande loi budgétaire de tous les temps. Elle va propulser ce pays comme une fusée. Ça va être génial. Colossaux crédits d'impôt, budget supplémentaire pour la défense et la lutte contre l'immigration, les 869 pages du texte sont la clé de voûte du programme économique de Donald Trump. Approuvé de justesse mardi par le Sénat, le projet de loi suscite le courroux des démocrates à la Chambre des représentants. Pour tenter d'empêcher son adoption avant le 4 juillet, leur chef prend la parole pendant 8h46, record de la Chambre battu. Je m'élève contre cette abomination dégoûtante. C'est une arnaque fiscale du Parti républicain qui enlève la nourriture de la bouche des enfants, des personnes âgées, des vétérans, et qui offre aux milliardaires d'énormes baisses d'impôts. Autre obstacle, la réticence de certains élus conservateurs, comme Keith Self, élu républicain du Texas, inquiet de l'explosion future du déficit causé par le texte, plus 3 400 milliards de dollars sur 10 ans. Lui, comme d'autres réfractaires, vote finalement pour, mis sous pression par la Maison-Blanche. Qu'est-ce que les républicains attendent? Qu'est-ce que vous essayez de prouver? MAGA n'est pas content et ça vous coûte des voix. Avec l'adoption de son projet de loi budgétaire, Donald Trump a réussi son pari, imposer son programme économique en s'offrant une victoire politique la veille de la fête nationale américaine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans la suite du programme de ce soir, vous allez suivre l'émission Data avec Jean-Claude Indjemalal. Sur ce, très bon continuation sur Viva. Au revoir.